nous puissions commencer la séance. Et comme à l'accoutumée, je vous suggère, ce qui n'est pas tout à fait une suggestion mais une nécessité, de, après vous avoir souhaité la bienvenue, de passer la parole à Monsieur le Directeur Général des Services pour procéder à l'appel. Monsieur le Directeur Général des Services, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Denis Barre. Présent. Myriam Desmet. Présent. Sébastien Fitaman. Excusez, procuration Michel Coquel. Michel Coquel. Présente. Henri Gadot. Présent. Tariq Meki. Présent. Zora Reffers. Présente. Benjamin Cailleret. Présent. Martine Leblanc. Présent. Gilbert Charles. Présent. Myriam Estienne. Présente. Azedine Taleb Ahmed. Présent. Sylvie Zaïdi. Présent. Jean-Philippe Dumoulin. Présent. Catherine Osson. Présent. Jacques Delfos. Présent. Guy-Noël Lemay. Présent. Steve de Matos. Présent. Annie Chantry. Présente. Emeline Boite. Alors, devrait nous rejoindre, mais d'ici là, procuration Annie Chantry. Pascal Lucas. Écoutez, là aussi, on devrait nous rejoindre d'ici là, procuration Benjamin Cailleret. Basma Abami Belaïd. Excusez, procuration Sylvie Zaïdi. Béatrice Dujardin. Présente. Lorraine Lemoine. Présente. Rabat Damani. Présent. Steven Marouki. Présent. Océane Lévesque. Présent. Linda Jaffer Chérif. Excusez, procuration Béatrice Dujardin. Vissal Kiraz. Laura Deplante. Excusez, procuration Steven Marouki. Michel Debatz. Présent. Palma Bonte. Excusez, procuration Myriam Desmet. Sofiane Mahazi. Isabelle Destrebec. Christophe Ricci. Excusez, procuration Océane Lévesque. Marjorie Delrue. Denis Croigny. Excusez, procuration Marjorie Delrue. Sophie Félix. Excusez, procuration Martine Leblanc. Missaoud Chayani. Excusez, procuration Asdine Taleb Ahmed. Jean-François Soyer. Marjorie Farassi. Eddie Godeau. Et Andy Crédis. J'ai fini, monsieur le maire. Je m'en étais aperçu, Monsieur le Directeur Général des Services, et je vous en remercie. Bien, mes chers collègues, nous avons, comme à l'accoutumée aussi, à désigner notre secrétaire, et au bénéfice de l'âge, je vous propose la candidature d'Océane Lévesque. Il n'y a pas d'objection, je consulte les différents groupes. Non, vous êtes donc ainsi, chère madame, désignée. Ça se vaut à perpétuité tant qu'on a le bénéfice de l'âge. Gardez-le précieusement. Nous avons nous prononcé aussi sur le procès-verbal de la séance du 20 mars 2025. Je pense que les modifications éventuelles ont été apportées au service de l'administration de la citoyenneté. Y en a-t-il d'autres à formuler? Non. Il y a des votes contre, des abstentions. Il est donc adopté à l'unanimité. Je voudrais, au début de cette séance, avoir deux pensées. Une première est de compassion, de tristesse et d'affection, puisque le 22 juin 2025, la maman de notre collègue Guy-Noël Lemay a rejoint un autre monde. Et donc je voulais redire à Guy-Noël, en notre nom à tous, en membre de chaque membre du conseil municipal, notre affection et notre soutien dans ce qui est toujours une épreuve. Quand une maman s'en va, quel que soit l'âge, ça reste et c'est une douleur profonde. Donc voilà, croyez à notre amitié, à notre soutien, mon cher collègue. C'est les curiosités de la vie, elle est parfois effectivement particulière, puisque l'une s'en va, mais un autre arrive. Et dans ces nouvelles de début aussi de séance, je voudrais adresser nos plus chaleureuses félicitations à notre collègue Tariq Meki et surtout à son épouse Orida, puisque, enfin c'est pour vous deux quand même, puisque le petit Isaac Meki au terme d'un parcours qui a duré le délai requis, a pointé, comme il me l'a écrit, le petit bout de son nez, et le reste aussi, je crois, le 18 juin dernier. Et donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à Isaac dans notre monde et féliciter très chaleureusement, à votre nom à tous, la maman et le papa, qui depuis ne fait plus toutes ses nuits, mais il en est ravi et heureux. Toutes nos félicitations, chers collègues. On peut l'applaudir parce que il transmettra à son épouse. Merci, vous voyez, c'est la coïncidence de la vie entre des nouvelles douloureuses et des nouvelles heureuses. S'agissant de mes communications, j'en ai deux très rapides à faire. La première, sur les délibérations métropolitaines, faire référence au bureau du 24 avril dernier, puisque la délibération B0124
concerne notre ville. En effet, après le lancement le 20 janvier 2025 d'un appel d'offres dans le cadre d'un marché à procédure adaptée pour la construction de la déchetterie métropolitaine de Wattrelos, la délibération en question valide le résultat de l'attribution de 12 lots pour un montant total d'investissement de 2 156 420,38 € hors taxes. Rappelons en effet que la MEL dispose d'un réseau de 13 déchetteries réparties sur le territoire. Compte tenu de la surfréquentation, il a été décidé la construction de ce nouvel équipement, très attendu car c'est évidemment un service de proximité supplémentaire majeur pour les Wattrelosiens. Deuxième communication, c'est la publication, comme chaque année, à ce moment de l'année, à chaque fin de premier semestre, du rapport d'activité de l'exercice précédent, le rapport d'activité 2024. Le rapport d'activité des services pour l'année 2024 a été, mes chers collègues, déposé sur vos tables. C'est un document complet qui vous permettra de bien appréhender les actions quotidiennes de nos différents services et de pouvoir ainsi apprécier l'ampleur des services que nous rendons à la population et des moyens qui y sont consacrés, moyens humains, bien évidemment, projets d'investissement et nouveaux projets mis en œuvre. Ce document, après vous avoir été distribué, mes chers collègues, sera mis à disposition de nos concitoyens sur le site interne municipal. Voilà. Avant que nous engagions la lecture de l'ordre du jour, j'ai été saisi d'une question orale conformément à l'article 19 du règlement intérieur du groupe Rassemblement national Wattrelos sur la démocratie participative. Monsieur Godeau, vous avez la parole, puisque si c'est vous qui la formulez, à moins que ce ne soit votre voisine. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, l'article de La Voix du Nord du 4 juin 2025 relatant le contenu de la dernière réunion de concertation pour le futur tramway à Wattrelos mentionne en tête à Wattrelos, 2 problèmes principaux ont animé le débat, la communication de la MEL et le tracé. Cet article soulève 3 points. Premier point, avons-nous assisté à une concertation ou à une réunion d'information ? En effet, dès le premier temps d'échange, des concitoyens présents prennent la parole, je cite, « Une réunion de concertation, vous nous mettez devant le fait accompli ». Deuxième point, à cette réunion, nous avons relevé que les participants ont exprimé une opportunité manquée. Comme l'indique l'article, les riverains sont unanimes. Wattrelos passe à côté d'une occasion de développer son centre-ville, un tracé déconnecté de la réalité. Troisième point, ce dossier du tramway est un exemple de manque de démocratie locale dans notre ville. Pas du tout. Car le problème le plus important soulevé par les habitants reste le tracé. L'article précise un maire bien silencieux. Il n'y a pas plusieurs options. Soit le tramway passera par le boulevard Mendès-France, soit il ne passera pas par Wattrelos, conclut le maire de Wattrelos, mais le lendemain de la réunion. Un tracé qui ne pourra pas être changé, n'a cessé de répéter Sébastien Leprêtre. Le groupe Rassemblement national Wattrelos attire l'attention de notre Assemblée sur le fait que ce tracé, par le boulevard Mendès-France, provoque dans l'esprit de nos concitoyens encore beaucoup d'interrogations sur l'intérêt écologique et économique de ce projet de contournement du centre-ville. Pour autant, l'implantation de la rue Carnot est-elle la meilleure option? Cela mérite encore de la réflexion et de l'information. Le débat ne doit pas être déjà clos. Il y va de la démocratie participative. Je précise. Alors, c'est quoi votre question? J'y arrive. Je précise que, tout comme dans cette Assemblée, dans les réunions de concertation ou dans les comités de quartier, ne pas être d'accord est un droit. Et en tant qu'élu, l'écoute, le débat et l'information est un devoir. Nous devons également prendre en compte les différentes remarques de nos habitants sur l'insuffisance de communication pour les réunions de concertation organisées par la MEL. Nous vous avions déjà interpellé sur ce sujet lors d'une délibération sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Le savoir-faire ne doit pas se contenter du minimum légal pour ce type de projet. C'est important pour l'avenir de notre ville. Monsieur le maire, nous sommes des élus, mais également des citoyens. Par conséquent, où en est-on sur la refonte des comités de quartier, qui aurait été certainement très utile pour l'échange démocratique, en l'occurrence sur le sujet du tramway? Pour rappel, vous aviez refusé de mettre au débat lors du conseil municipal du 15 octobre 2020 le vœu sur les comités de quartier
présenté par notre groupe d'alors. Sous prétexte, je vous cite, « On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs », j'ai demandé à Mme Osson de se saisir de la problématique des comités de quartier qui ont besoin d'être repensés. Elle aura à nous présenter un rapport avant la fin de l'année. Bientôt 5 années se sont écoulées et ce rapport ne nous a toujours pas été présenté. Avez-vous une explication à apporter à nos habitants? Enfin, sur le projet du tramway, nous avons conscience qu'il s'agit d'un dossier métropolitain. Mais au regard de vos dernières déclarations et de votre statut de vice-président de l'AMEL, pourriez-vous rassurer, ici et maintenant, les Wattrelousiennes et les Wattrelousiens que ce tracé n'est pas définitivement acté et surtout que l'esprit démocratique n'est pas illusoire dans notre ville? Vous étiez censé me faire parvenir une synthèse, elle a été très synthétique, votre synthèse. Alors, deux sujets pour ne pas nous emmener trop loin sur cette discussion au regard de vos propos. Premier sujet, je les traite tout de suite, les comités de quartier. Ils ont été institués par cette majorité en son temps, dans les mandats précédents. Ils ont eu leur force, ils ont eu leur utilité, ils ont eu aussi beaucoup de faiblesses. Et je les crois utiles par nature dès lors qu'ils ne sont pas simplement que des moyens de satisfaire des intérêts personnels, parce que la pratique qu'on a pu en avoir, c'est que après avoir exposé telle difficulté personnelle, les participants, parfois, souvent d'ailleurs, ne participaient plus justement au comité de quartier, ayant obtenu l'éclaircissement ou l'information ou la satisfaction au regard de ce qu'était leur première préoccupation. Donc, comité de quartier, ça sert essentiellement à quoi? Ça sert à transmettre une information descendante de la ville vers les quartiers et les habitants pour légitimement informer en amont de ce qui peut se produire, une information ascendante des habitants et des quartiers vers les services municipaux pour informer des nécessités d'intervenir. Et donc, je crois qu'il faut regarder deux choses. La première, c'est les facteurs d'opportunité. Ce mandat s'est ouvert en 2020, en pleine crise du Covid, qui s'est prolongé en 2021. Pendant 2 ans, il a été difficile de pouvoir envisager une forme de structure de réunion de quartier dans un tel contexte, il faut bien le reconnaître. Ensuite, je ne lis pas, il y a eu un problème sérieux de gouvernance ici, notamment lié à la maladie du principal des hauts fonctionnaires et en même temps aussi donc des mutations et des mouvements à l'intérieur de la gouvernance de cette maison. Et j'ai tendance à considérer que le temps qui peut être passé, fût-il utile, est aussi un temps qui n'est pas consacré à la préparation des dossiers à l'intérieur, parce qu'au bout du bout, on s'aperçoit qu'il y a 3, 4, toujours même cadres qui sont sollicités dans ces comités de quartier, dans une ville qui a la surface qui est la nôtre. C'est clair que si, je vais être très prosaïque, s'ils passent leur temps le soir dans des réunions, qu'ils doivent ensuite récupérer le temps qu'ils y ont passé, alors qu'on a aussi, en appartenant à la métropole, un temps de réunion assez chargé avec les services de la métropole européenne, c'est clair que dans ce cas-là, le fonctionnement concret et l'efficience des services ne sera sans doute pas garanti. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de savoir comment on informe. Je me permets de signaler qu'on a mis en place, de ce point de vue-là, depuis ces 3 dernières années, une accentuation des efforts d'information à destination de la population, soit pour faire remonter les griefs locaux à travers le développement du site ou des possibilités d'interpeller directement les services, et ça fonctionne bien, ça, très sincèrement, soit en sens inverse, en ayant une version plus pédagogique de l'information à travers les journaux de Wattrelos, à travers le site aussi de la ville, avec une réactivité encore plus grande pour transmettre l'information. Et puis, j'allais dire aussi avec la retransmission en direct et aussi en différé de nos séances où la plupart des dossiers sont évoqués ici. Donc, l'urgence de la remise en place des comités de quartier ne se justifiait moins ces toutes dernières années, et compte tenu maintenant de la proximité de l'échéance municipale, elle n'est plus envisageable. Donc je pense vous avoir décrit un peu le cheminement de les réflexions en ce qui concernait nos comités de quartier, même si nous trouver le bon curseur sur son fonctionnement pour qu'il ait une vraie utilité n'est pas toujours aisé. Ce qui importe, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut informer le plus en amont les citoyens des évolutions qui vont concerner leur ville. Et j'en viens au deuxième point. Cette histoire de tramway mérite quand même qu'on fasse un tout petit peu de juridisme.
Nous ne sommes pas sur n'importe quel dossier. Nous sommes sur un dossier, un projet d'importance structurante et qui a aussi des incidences environnementales. Et donc, on ne fait pas ce qu'on veut dans la gestion de l'information et de la communication. C'est un projet métropolitain qui rentre donc dans le cadre de la loi de 2022, je crois, ce qui a créé la Commission nationale du débat public. Dans cette Commission nationale du débat public, les élus ne doivent pas y participer. Elle est sous la main d'une structure qui met en place, dans chacun de ces débats publics, ce qu'on appelle des garants, qui sont des personnalités indépendantes du monde politique, indépendantes du milieu local, qui viennent garantir que l'autorité, en l'occurrence ici la métropole, qui porte un dossier, fournira toutes les informations le plus possible en amont aux citoyens, et ça se veut, à travers cette loi, une garantie de la qualité de l'information et de la participation citoyenne. Le maire n'a rien à faire dans cette discussion. Il m'a même été demandé par le garant de ne pas m'exprimer dans aucune de ces réunions. Et aucun de mes adjoints, à part l'autorité accueillante, et je sais gré à Henri Gadot de l'avoir joué son rôle, puisque c'est sa délégation, la voirie et la mobilité. Mais je veux dire, aucun de mes adjoints n'y a participé, et il m'a été demandé de ne pas y participer et de ne pas y prendre la parole. Et pensez bien que me demander de me taire, ça me parfois m'être cruel. Mais je respecte la loi. Il y a aujourd'hui une procédure sur un dossier qui est très lourd. Je rappelle quand même que le projet du tramway sur l'ensemble de la métropole, c'est un investissement de 2,4 milliards, qu'il va nous mener jusqu'au terme de la décennie prochaine, que c'est un dossier lourd et que nous en sommes sur la base des ébauches, des études mises en place par les services de la métropole, à un rôle d'information de la population. Ce qui ne m'interdit pas, bien entendu, d'avoir mon appréciation, parce que ces analyses techniques, elles nous ont été parfois communiquées et débattues, y compris entre nous. Et moi, je veux bien qu'on fantasme longtemps sur la rue Carnot, mais ni les commerçants de la rue Carnot, ni la logique du stationnement sur la rue Carnot, ni le goulot d'étranglement impossible à passer, sauf des procédures d'expropriation très longues et très coûteuses qui se situent ici sur les bâtiments de la Massif et de Dio, etc., ne rendent possible et raisonnable le fait qu'il puisse y avoir une circulation. Et j'ajoute que le scénario qui pouvait nous ramener aussi sur le centre-ville par la rue Vallon aurait été complètement déraisonnable au regard de gênes qui auraient pu être occasionnés sur la rue Vallon compte tenu de la nature de la production qui a été celle de la voirie sur cet espace-là. Les matériaux qui ont été mis en place imposeraient une réflexion complète et ce serait un gaspillage des deniers publics assez significatif. Donc, techniquement, aujourd'hui, la métropole n'a pas d'autre choix, au regard de toutes les expertises qu'elle a menées, et tant mieux si elle a pu arriver au laboureur, que de mener la réflexion telle qu'elle est présentée. Elle informe aujourd'hui. Elle informe des choix du possible, elle informe du côté de circulation, elle informe des conséquences. Et le politique n'a rien à voir à ce stade-là. Aujourd'hui, moi, je respecte la loi. Nous sommes de la Commission nationale du débat public. Et il eût été extrêmement malvenu que le maire vienne à s'exprimer dans cette discussion-là. Elle va à son terme, et je vous rappelle les textes d'ailleurs légaux. La Commission nationale du débat public fera ensuite un bilan qu'elle publiera, rassemblant les arguments des citoyens, qu'ils soient d'accord ou non avec le projet. Elle s'assure que les responsables du projet, donc la MEL, répondent à toutes les interrogations et recommandations du public. On en est là, et donc ça n'a rien à voir pour le coup avec un comité de quartier, parce que le comité de quartier, effectivement, le politique va s'expliquer, écoute, et là, non, il n'y a pas de rôle du politique. On est aujourd'hui sur un rôle d'information porté par les techniciens et uniquement par les techniciens. Donc, nous sommes, je me permets de vous le rappeler, dans un calendrier qui est lointain, parce que pour que le tramway puisse circuler sur notre métropole et a fortiori sur la branche de Roubaix-Tourcoing, Wattrelos, M, il faut trois choses. Il faut un centre de remisage et de retraitement, il faut des capacités techniques, et donc une appréciation technique que la CNDP nous permettra éventuellement d'expertiser, et il faut des capacités financières. Au moment où je vous parle, aucune de ces trois données n'est rassemblée. Aucune de ces trois données n'existe. Et les travaux devraient au mieux s'engager plutôt vers la période 2032-2033, dans le meilleur des cas, pour une circulation sur Wattrelos en 2037-2038.
Nous avons largement le temps d'écouter, de concerter, lorsque les choses seront prêtes, lorsqu'elles se prêtent, techniquement j'entends, avant de le soumettre au choix de ce conseil municipal, au choix du conseil métropolitain et donc au choix de la population. Et je vais même vous faire une confidence au regard de la sensibilité de ce sujet, parce que je ne peux pas laisser sous-entendre, moi qui suis et qui ai la réputation, comme bon nombre d'élus ici, d'être très présent dans la vie des quartiers, que je voudrais squeezer la démocratie locale. Je peux même vous dire que lorsque les choses seront prêtes, ce sera sans doute aux alentours des années 2030, 2031, voire peut-être 2032. Je n'exclus pas, le cas échéant, de soumettre à référendum sur la ville la décision, oui ou non, d'avoir un tramway. Mais je le dis très simplement, parce que je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot. Je veux dire, moi, si le choix, il est au moment où je vous parle, il me paraît, vu les compétences qui ont été mises en œuvre, d'experts qui sont bien plus spécialistes que moi en particulier, ou que nous globalement, sur l'analyse des sols, des trajets, etc., il ne paraît guère envisageable qu'il puisse y avoir un tracé qui soit différent de celui qui a été aujourd'hui présenté. Alors il peut toujours se corriger un peu, il peut se compléter un peu, et d'où le fait que je pense effectivement que soit il y aura un tramway, il passera par Mades France pour desservir Beaulieu, et ce n'est pas le Beaulieu d'aujourd'hui, c'est le Beaulieu dans 15 ans. Donc on n'a pas une vision statique des choses, on n'est pas nécessairement aujourd'hui. C'est-à-dire un collège, c'est aussi un hôpital, centre hospitalier, qui va bientôt se renforcer, je le rappelle quand même, d'un centre de radiologie avec un IRM et un scanner. C'est aussi un institut médico-éducatif. Ce sont aussi des perspectives de développement économique qui seront bien au-delà de ce mandat-ci et même du mandat suivant, qui sont aussi devant nous. Donc ne mettons pas, pour le coup, la charrue, en effet, avant les bœufs, je l'ai dit. Ce sera sans doute ou Mades France ou pas de tramway à Waterloo. Mais si la situation et la décision nécessitent un éclairage des élus avant qu'ils ne portent ce projet auprès de la métropole, je l'ai dit, je consulterai la population waterloosienne comme j'en ai le droit. Voilà. Mais chaque chose en son temps. Ça n'est pas d'opportunité. Aujourd'hui, nous le ferions sur une vision tronquée et dans un contexte qui, encore une fois, n'est pas sûr, n'est pas carré, puisqu'il faut savoir où on mettra un centre de remisage et de traitement. Rien n'est acté au moment où je vous parle. Il faut savoir si on a les capacités financières, les capacités techniques de le faire circuler. Ça se précise, mais ce n'est pas véritablement complètement défini. Et en même temps, avoir les capacités financières, je peux parler en connaissance de cause, ça n'est pas encore complètement assuré non plus. D'autant qu'entre deux, vous le savez, il y a la branche de Lille qui pose aussi beaucoup de questionnements. Prenons notre temps. Voilà, je pense avoir été assez clair dans la réponse à la question que je vous ai apportée. Bref, ça ne relève pas des comités de quartier. Nous sommes dans une autre procédure, sur un autre projet, et il était normal que le maire ne s'exprime pas dans ces réunions de concertation, je le dis, puisque je respecte le droit et la loi. Voilà. Merci. Donc, je consulte, mes chers collègues, l'ordre du jour. S'agissant de l'organisation des débats sur les projets de délibération, je n'ai à ce stade reçu aucune demande d'intervention des présidents de groupe. Y en a-t-il qui souhaiteraient s'exprimer pour autant, comme c'est possible? Monsieur Soyer. Oui, alors c'est pas que j'avais oublié, j'avais oublié qu'il fallait le rendre pour lundi, je l'ai envoyé hier, donc trop tard. Mais j'aurais juste une petite intervention sur les finances en général. Sur les finances en général, sur le rapport 1, peut-être sur le rapport 1 et 2, on va dire plus précisément, non? On va dire ça, voilà. Mais donc, dans ma grande mansuétude, j'en prends acte. Il n'y en a pas d'autres interventions? Non? Ben écoutez, on va donc appeler l'ordre du jour. Les rapports présentés ont été soumis, vous le savez, à l'examen des commissions finances, économie et administration générale, développement durable, urbanisme et travaux, mais aussi culture et vie festive. On en arrive à mes propres rapports, qui sont les rapports 1 à 5, mais je vous propose de les phaser d'abord en présentant les rapports numéros 1 et 2, c'est-à-dire le compte de gestion et le compte administratif. Sur le compte de gestion, je vous rappelle que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur.
Il est le préalable au vote sur le compte administratif, et ces écritures sont les mêmes que celles du compte administratif. Le compte de gestion sera donc soumis au vote après vous avoir présenté le compte administratif, cette délibération numéro 1. Donc je ne fais pas voter à ce stade. S'agissant du compte administratif 2024, eh bien, s'agissant donc de ce compte administratif qu'on appelle communément celui du maire, alors qu'il est en fait celui de l'ensemble de l'administration pour l'exercice 2024, comme vous le savez, au terme de la législation en vigueur, le maire ne peut présider la séance au cours de laquelle le compte administratif est voté. Il peut assister à la discussion, mais doit se retirer au moment du vote, ce que je ferai dans un instant, si vous me le demandez gentiment, même si vous me le demandez tout court, et conformément à l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose donc de placer la séance sous la présidence de Madame Myriam Desmet, première adjointe. Êtes-vous d'accord pour confier la présidence à Madame Desmet? Il y a des avis négatifs, des abstentions? Non. Eh bien donc, Madame Desmet, vous avez la présidence. Je vous en remercie, Monsieur le maire. Il n'y a pas de quoi. Ah oui, je ne vous ai pas donné la parole. Excusez-moi. Alors, je vous précise que le compte administratif a été présenté en commission finances, économie et administration générale le 10 juin 2025. Je donne la parole à Monsieur le maire pour la présentation du compte administratif 2024 avec une projection numérique. Bien, si vous éteignez, n'éteignez pas tout quand même. Mais... Bien, voilà, je vais essayer de vous présenter aussi rapidement ce compte administratif. On en a connu d'autres pendant le mandat, donc ce qui me permettra d'être aussi synthétique que possible. Mais pour autant, dans le souci de transparence et d'information qui est le mien, je vais m'efforcer d'être aussi exhaustif que possible. Je rappelle d'abord les 5 remarques usuelles. Oh ben là, ils ne vont pas voir grand-chose, là. Vous aurez le texte après. Donc, les 5 remarques usuelles s'agissant de la présentation d'un compte administratif. Vous le savez, le compte administratif, c'est le bilan financier des recettes et des dépenses de l'année 2024. Deuxièmement, ce compte administratif, présente les dépenses et les recettes réelles de l'exercice en question, sachant que ce que nous votons dans le budget primitif et la décision modificative sont, elles, des sommes qui sont des sommes prévisionnelles. La troisième remarque, c'est que le compte de gestion, il est tenu par le comptable public, on le sait, et que le compte administratif, c'est lui, la comptabilité est faite par les services municipaux. Mais bien évidemment, ils doivent présenter les mêmes résultats. C'est le but de cette confrontation entre l'ordonnateur et le comptable. Quatrième composante, le vote du compte administratif, c'est un vote de fond. Je le rappelle, ça n'est pas un vote de fond, au contraire, qui porte sur la nature des dépenses et des recettes, mais c'est un vote qui certifie tout simplement la qualité de l'exécution budgétaire. Enfin, j'y ai fait allusion il y a un instant, c'est une particularité de la vie municipale. En vertu de l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, pour le vote du compte administratif, le maire doit se retirer au moment du vote et laisser la présidence du conseil municipal à son premier adjoint, qui est en l'occurrence ici une première adjointe. Très classiquement, donc, et comme les autres années, je vous propose d'examiner les grandes caractéristiques de ce compte administratif sous 3 focales. Première focale, celle de l'exécution budgétaire. Elle est bonne, pour en tout cas ce qui dépend de la gestion municipale. Deuxième focale, celle du résultat. Le résultat de l'exercice 2024, il est positif, mais il est décevant, tant par rapport à ce qui était prévu que par rapport à l'année précédente. Enfin, la troisième focale, c'est la situation financière de la ville. L'évolution de la situation financière de la ville, elle reste assise sur des bases solides, même si, bien évidemment, l'ampleur de cette assise s'est un peu restreinte. Je vais l'expliciter dans un instant. Première partie, donc l'exécution budgétaire, elle aura été bonne pour ce qui dépend de la gestion municipale à proprement parler. Entre budget primitif, budget supplémentaire, affectation des résultats et décisions modificatives, comme chaque année,
les comptes ont été ajustés en cours d'année pour les adapter aux informations qui sont postérieures à la préparation du budget et notamment pour tenir compte des évolutions des dépenses exogènes de la gestion municipale. Quand je dis dépenses exogènes, évidemment, je parle des dépenses qui ne dépendent pas de nous. En revanche, pour ce qui relève de la seule gestion des comptes, observons tout de suite que celle-ci, elle reste vertueuse comme les années précédentes, je le préciserai dans un instant. En effet, nous avons eu des réalisations de dépenses qui ont été inférieures à 100% des crédits que nous avions votés. C'est donc bien le signe d'une gestion prudente. Nous avons eu également des réalisations de recettes qui ont été un peu supérieures à 100%. À celles que nous avions votées, c'est donc une gestion sérieuse. Si on examine très rapidement ces dépenses et ces recettes, les dépenses, les charges générales, elles ont été exécutées à 89,3%, les dépenses de personnel à 98,8%, les subventions à 99,0%, les charges financières à 97,6% au total, donc les dépenses auront été inférieurs de 1,53 million à ce que nous avions voté à travers le budget primitif et le budget supplémentaire après affectation des résultats. Les recettes, les produits des services ont été exactement ce qui était prévu, c'est-à-dire 100%. Les impôts perçus sont de 101,2% et enfin les dotations sont passées de 22,04 à 22,21, c'est-à-dire là aussi 101,2%. Les recettes totales sur l'ensemble de l'année, c'est 0,55 millions d'euros en plus au regard de ce que nous avions voté. Vous voyez bien donc la différence d'ailleurs entre les recettes et les dépenses qui a un ordre de grandeur qui est de l'ordre de 1 million d'euros. Ce qui est nécessaire de retenir dans cette présentation, c'est que par rapport à ce qui avait été inscrit dans les comptes, je le répète, nous avons réalisé moins de dépenses et un peu plus de recettes. C'est donc vertueux du point de vue de l'exécution budgétaire. Premier élément, donc, analyser les résultats par rapport à l'exécution budgétaire. Deuxième élément, deuxième focale, analyser les résultats par rapport justement à ce qui était l'année précédente, mais aussi à ce qui était prévu. Le résultat 2024, il est positif, mais il est décevant. Regardons d'abord les dépenses. De 54,30 millions d'euros en 2023 à 55,32 millions d'euros en 2024, leur augmentation de 2% permettent de souligner que si les dépenses ont augmenté moins vite qu'en 2023, c'était à l'époque 2,7%, elles n'ont fait néanmoins que suivre l'inflation. Je vous rappelle que le chiffre de l'inflation était voisin de 2% en cours de l'année 2024. Si on les détaille un peu, les charges générales sont passées de 9,09 à 9,42, soit une majoration de 321 milliers d'euros. Les dépenses de personnel de 35,79 à 36,43, c'est une augmentation de 634 000 euros. Les subventions 5,91 à 6,08, 170 000 euros de plus. Les charges financières 2,17 à 2,05, là c'est une diminution de 120 000 euros. Et les écritures d'ordre de 1,07 à 1,29, c'est une augmentation de 125 000 euros. L'augmentation la plus forte a été celle, bien sûr, des dépenses de personnel. L'augmentation est de 1,8%. Je précise néanmoins que la hausse des dépenses de personnel a été de 5,5% au niveau national pour le bloc communal. Donc, bien sûr, augmentation qui pèse dans nos comptes, et j'y reviendrai dans un instant, de 630 000 euros. Ça reste une augmentation qui est en deçà de ce qui a pu s'observer dans d'autres collectivités du bloc communal, ça veut dire les métropoles, les agrégations de communes et les communes. S'agissant des charges générales, la plupart des postes classiques encadrés même n'ont connu qu'une évolution limitée. Électricité à peine 46 000 euros de plus, l'eau plus 40 000 euros, le carburant plus 1 000 euros, et certains ont même reculé, telle l'alimentation, moins 42 000 euros. C'est le recours aux prestations extérieures qui a surtout progressé de 237 000 euros, soit une augmentation de 60%, ça avait été évoqué lors du vote du budget primitif. Les dépenses de personnel, comme je l'ai dit, malgré les départs et la baisse des effectifs, ont progressé en raison de la conséquence des mesures salariales antérieures et surtout des 5 points d'indice au 1er janvier 2024 qui, à eux seuls, ont représenté une augmentation de 500 000 euros de nos dépenses de personnel. Pour les subventions, si le règlement du cœur du contentieux des OGEC, 400 000 euros, avait été précédemment provisionné,
le nouveau mode de calcul du forfait a poussé à la hausse notre contribution annuelle aux écoles sous contrat, et ça se retrouve dans l'évolution de la ligne subvention aux personnes morales de droit privé. Enfin, les charges financières, elles, sont en recul de moins 5,5%, puisqu'elles profitent bien sûr du désendettement et de la baisse des taux d'intérêt, même si celle-ci reste encore très limitée, puisque nous sommes très dépendants de l'évolution du taux du livret A. Après avoir vu les dépenses, il est légitime d'examiner les recettes. Après les années 2022-2023, où on avait connu à l'époque de belles augmentations de recettes, les recettes sont restées quasi stables en 2024. Elles passent de 56,87 millions d'euros en 2023 à 56,91 millions d'euros en 2024. Les produits des services passent de 2,59 à 2,64. Les impôts perçus de 30,41 à 31,29. Et les dotations reçues, en revanche, passent de 22,81 millions d'euros à 22,21 millions d'euros. Au total, nos recettes passent de 56 867 000 euros à 56 912 euros. Vous aurez donc traduit que la différence d'augmentation de nos recettes, c'est 45 000 euros sur l'année, donc une augmentation de plus 0,08%. Sur l'exercice, je me permets de rappeler qu'en 2024, la hausse des recettes de l'ensemble des collectivités locales en France a été, elle, en revanche, de 2,2%. Donc une croissance extrêmement limitée et timide de nos recettes en 2024, malgré l'incidence positive de la revalorisation des valeurs locatives sur l'inflation, les 3,9% qui figurent dans la loi de finances et qui donc augmentent mécaniquement les impôts perçus, sachant que nous avons limité cette augmentation avec la décision que nous avons prise de baisse du taux de moins 0,2 points sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, eh bien, malgré cette incidence des revalorisations, disais-je, et celle des dotations de l'État, nos recettes globales, elles stagnent. Alors, elles stagnent pourquoi ? Parce que plusieurs recettes ont été en recul, à savoir, par exemple, pour près de 400 000 euros, je n'en cite que 4, le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunal, qui est passé de 673 000 à 655 000 euros, moins 18 000 euros. Les DMTO, les droits de mutation sur le marché immobilier, on avait subi une forte chute en 2023, elle s'est poursuivie en 2024. 921 000 à 771 800 en 2024, c'est-à-dire une baisse de près de 150 000 euros. Le FDPTP, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, lui aussi a baissé de près de 100 000 euros. Et les compensations d'exonération fiscale ont baissé de près de 130 000 euros. Au total, comme vous le voyez, ça fait presque 400 000 euros rien que sur ces 4 postes en moins, ce qui fait que ça a évidemment réduit l'effet fiscal que j'évoquais tout à l'heure et les dotations de l'État qui étaient en hausse, et je pense en particulier à la dotation de solidarité urbaine. Je me permets quand même de souligner, c'est un point qui peut quand même un peu consoler, que si les DMTO, les droits de mutation, c'est-à-dire sur les frais de cession des immeubles, ont baissé, comme je le disais, de 150 000 euros. La baisse a été de 16% à Wattrelos, elle a été de 20% au niveau national. Donc notre baisse aura été un peu moindre qu'au niveau national, mais ça reste une baisse et donc une perte de recettes assez significative. Donc logiquement, les recettes totales, d'ailleurs, auraient pu même être en baisse s'il n'y avait eu l'enregistrement in fine d'un produit exceptionnel de 256 000 euros, dont 228 000 euros de plus-value sur des cessions d'immobilisation qui permettent aux recettes de ne pas être en diminution. Des dépenses qui augmentent, des recettes qui augmentent, mais très peu. Vous connaissez évidemment la conséquence, c'est celle d'un résultat qui fléchit par rapport à 2023. Hausse de 2,02% des dépenses, c'est 1 019 000 euros de dépenses en plus, les hausses de plus 0,08% des recettes, les 45 000 euros de plus. La différence entre les dépenses et les recettes, c'est moins de résultats, 974 000 euros de résultats en moins, de sorte que le résultat 2023, qui était de 2 565 000 euros, est passé en 2024 à 1 591 000 euros. Du strict point de vue de la seule gestion municipale, l'incidence des évolutions des dépenses et des recettes reste contenue. En effet, l'analyse des soldes intermédiaires de gestion souligne que le résultat d'exploitation 2024 ressort à 4,44 millions d'euros en 2024. C'est un niveau qui est du même ordre
qu'en 2022, où il était de 4,42 millions d'euros. Mais il est bien sûr moindre qu'en 2023, où nous étions à 5,18 millions d'euros. Donc, ce n'est pas dans l'exploitation à proprement parler que nous trouvons la problématique de réduction de notre autofinancement. Évidemment, le fléchissement du résultat 2024 impacte défavorablement l'épargne ex post, laquelle doit sa dégradation, ne doit sa dégradation qu'aux lignes financières. Avec la poussée des charges d'intérêt qu'on avait subies en 2023, j'espère que le taux du livret A retrouvera très rapidement un niveau plus raisonnable que les 2,4% qui sont celui aujourd'hui, parce que ça nous baissera significativement nos charges financières, mais aussi le pic du remboursement du capital qui est passé de 3,63 millions d'euros en 2022 à 3,75 en 2024. De sorte que l'épargne brute passe de 3,78 millions en 2023 à 2,85 millions en 2024, soit une baisse de 25%. Notons toutefois que l'épargne brute aura été de 3,14 en 2022. Donc voilà, quand on compare 2,85 à 3,14 en 2022, on voit qu'on est sur le même étiage que la période que l'année 2022. 2022-2024, j'allais presque dire même combat. L'épargne nette, en revanche, après être redevenue positive en 2024, à plus de 102 000 euros, est malheureusement négative à moins 898 000 euros en 2024, disais-je. Le budget et la gestion 2025 se sont donnés, et vous comprenez pourquoi, pour impératif de la rétablir, et notamment de la rétablir au moins au niveau de l'équilibre, avec 3 moteurs que nous essayons d'activer. Le premier, c'est la compensation d'exonération fiscale, avec une augmentation des compensations d'exonération fiscale de 300 000 euros. Là-dessus, la notification nous en a été faite. Amélioration des droits de mutation, et je pense en particulier à une grosse opération immobilière d'entreprise qui, évidemment, si elle se conclut avant le 31 décembre, aura une incidence positive sur l'enregistrement des droits de mutation, mais aussi sur les économies sur les dépenses de personnel qui sont indispensables, sur 300 000 euros, ce que je souligne depuis le début de l'année, pour pouvoir, 300 plus 300 plus 300, essayer de rétablir l'épargne nette au moins à zéro, et ainsi garder, évidemment, un équilibre de nos finances sains. J'ai cru comprendre qu'un peu partout dans les collectivités, l'épargne était en réduction. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en réduction qu'il ne faut pas chercher à l'améliorer, car sinon l'autonomie financière en serait altérée, et ce n'est pas l'objectif qui est le nôtre, et en tout cas ce n'est pas l'objectif qui est le mien, car nous gardons des projets d'investissement en tête. Après la première, deuxième partie, on en arrive donc mécaniquement et logiquement à la troisième et dernière partie. Quoique avec un résultat décevant en 2024 qui est en repli donc sur 2023, la situation financière de la ville, disais-je, demeure assise sur des bases solides. Bien sûr, je l'ai dit, le résultat a connu un coup de froid, mais en même temps, regardons cela avec sagesse. L'assise financière de la ville demeure solide, et on le voit sur les 2 indicateurs qui sont présentés sur ces 2 histogrammes. L'évolution du résultat de gestion, on le voit, il est à 1591 milliers d'euros en 2024. Ce n'est pas un bon résultat, je mentirais évidemment en disant le contraire, mais il est néanmoins, on le voit, de tenue comparable à ce qu'étaient les années 2016-2020, et même s'il est évidemment nettement inférieur à ce qu'il fut en 2023 et en 2021. Ce qui nous donne l'idée de l'objectif que nous devons atteindre dans l'année 2025, voire sur la préparation du budget 2026. Mais ce résultat ponctuel de l'année 2024 ne nous empêche pas d'avoir un résultat cumulé de fonctionnement qui est la véritable assise financière de la ville, qui reste très raisonnable, puisque, vous le voyez, à 8 380 000 euros à fin décembre 2024, il se compare à un niveau très supérieur à ce qui était le résultat cumulé des années 2019 à 2023, et reste assez proche de celui de l'exercice 2023. Voilà. Donc, je précise aussi qu'à 8 380 000 euros, notre résultat cumulé se compare à 3 mois de paye, ce qui est un indicateur très satisfaisant au regard de la solidité de notre structure financière.
Alors après l'examen du résultat de fonctionnement, il est nécessaire, me semble-t-il, de s'intéresser au résultat global de l'exercice. Et compte tenu, comme je le disais il y a un instant, du fléchissement de l'autofinancement, il est clair que le résultat global 2024, lui aussi, apparaît en repli. Mais là encore, il n'altère pas la situation financière positive de la ville. Le résultat cumulé de fonctionnement en 2024, 8 380 000, je viens de le rappeler. Le résultat cumulé d'investissement en 2024, moins 2 347 000, c'est-à-dire le financement des investissements. Au total, le résultat global à fin 2024, il est de 6 033 000 €. Et comme vous le voyez, il est donc en repli, bien sûr, sur les résultats globaux de 2022, 2023 et 2021, mais il reste très comparable à ce qui était la période 2016-2020 du début du mandat. Et ce résultat global final assure notre trésorerie dans des conditions qui sont très satisfaisantes, qui sont même en net, après paiement des investissements, supérieurs à plus de 2 payes mensuelles. Ça reste toujours cet indicateur que j'ai en tête. Alors en conclusion, mes chers collègues, en plus de cette présentation, que puis-je dire une fois refermé le document du compte administratif et du compte de gestion? Bien, peut-être insister sur 2 éléments. D'abord, un point positif apparent. L'autonomie financière s'est renforcée visuellement encore davantage du fait du non-encaissement à fin décembre 2024 du deuxième emprunt de l'année pour 1,6 million d'euros. Du strict point de vue calendaire, donc, il y aura eu en 2024 des remboursements d'emprunts pour 3,75 millions d'euros pour la levée de 1,80 million d'euros qui a accru qui lui a un effet positif évidemment sur l'emprunt, donc 1,80 million d'euros de nouveaux emprunts, soit une diminution du stock de dette de moins 1,95 million d'euros à fin décembre, de sorte que la dette à fin 2023 était de 54,1 millions d'euros. Elle est passée à fin 2024 à 52,2 millions d'euros, soit une baisse de 7% depuis 2020, puisque ce qui est toujours important, c'est de la mettre en comparaison sur la durée du mandat. Point positif sur l'autonomie financière, disais-je. Néanmoins, j'insiste sur des points de vigilance. Le premier de ces points de vigilance, c'est sur 2025. Nous avons voté un budget 2025 primitif qui a été sérieusement préparé dans un contexte qui est un contexte que je viens d'énoncer sur les résultats de 2024 et qui est difficile sur 2025 pour les collectivités territoriales. On a déjà eu ici l'occasion d'évoquer l'évolution de nos charges spécifiques, notamment en matière de personnel. Je pense en particulier aux 3 points de CNRACL, j'y reviendrai dans un instant. L'exécution 2025, je le dis, je le répète, elle doit impérativement s'exécuter comme prévu, et donc faire baisser les dépenses endogènes, c'est-à-dire celles qui dépendent de nous. Les dépenses exogènes, évidemment, on ne les maîtrise pas. Je pense à l'électricité, je pense au gaz, je pense à l'alimentation, je pense au carburant, je pense au taux d'intérêt qui, évidemment, ne dépendent pas que de la gestion municipale, mais ceux qui dépendent de nous doivent impérativement baisser en 2025. C'est d'autant plus nécessaire que pour 2026, je veux attirer votre attention sur 3 points. Le premier, c'est que le projet de loi de finances pour 2026, dont on parle beaucoup en ce moment, et on va en parler beaucoup pendant l'été, risque d'être bâti sur ce que l'on appelle une année zéro, sur les dotations de l'État aux collectivités locales. Dotation année zéro, ça veut dire pas d'augmentation du tout. Et donc, il y a un risque fort d'absence de hausse des dotations de l'État en 2026. Or, vous le savez, dans nos recettes, on a 2 gros pôles, les dotations de l'État et les ressources fiscales. Les ressources fiscales qui dépendent pour une bonne part de l'évolution de la revalorisation des valeurs locatives issues elles-mêmes de l'inflation. Sauf que, et c'est là le deuxième point, l'inflation dorénavant, elle est très inférieure à 2%. Elle est même ces derniers mois à 0,7%. La Banque de France estime qu'elle serait à 1% sur l'année pleine 2025, ce qui veut dire une revalorisation des bases des valeurs locatives de 1% l'année prochaine. C'est vous dire que nous risquons d'avoir une hausse très limitée de notre ressource d'imposition locale issue de cette revalorisation des valeurs locatives en 2026. Alors si nous n'avons pas d'augmentation des dotations de l'État, si nous avons une revalorisation très basse des valeurs locatives liées au fait que l'inflation ne progresse pas, ça veut dire que nous n'aurons pas de dynamique de nos recettes. Et néanmoins, et ça c'est le 3e point de vigilance, je vous rappelle
que pour l'instant l'État a maintenu l'augmentation des 3 points de CNRACL, de la cotisation employeur, que paye la ville, ce qui représentera à nouveau 500 000 € de dépenses supplémentaires. Donc, quand on avance sur l'exécution budgétaire 2025, nous savons que nous avons à rattraper l'exercice 2024 et nous savons que nous n'aurons pas de dynamique en 2026 tout en ayant des charges supplémentaires. Voilà pourquoi je voulais vous dire, chers collègues, tout en gardant un optimisme tout à fait raisonnable et raisonné, parce que la situation financière de la ville est solide, je viens d'en rappeler les chiffres il y a un instant, je voulais simplement dire en conclusion que ce n'est vraiment pas le moment de relâcher l'effort de gestion. Il faut de la prudence et du sérieux qui doivent rester d'actualité. Je le dis à toutes celles et tous ceux qui, peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent, pourraient se transformer soudainement en prometteurs de rêves. Les rêves, à un moment, ils ont toujours un coût. Et il faut avoir la capacité de les assumer. Sinon, si on ne sait pas les assumer, ça s'appelle des illusions. Nous ne sommes pas des semeurs d'illusions. Nous nous voulons sérieux et responsables. J'ai présenté la réalité des choses. Voilà, Madame la Première adjointe, Madame la Présidente, cette présentation de ce compte administratif tel que je pouvais le faire aussi rapidement que possible. Je sais bien que dès que j'évoque le mot rapidement, on me le reprocherait, mais c'est quand même quelque chose d'important. Alors, je pense... En fait, c'est là que M. Soyer a intervenu. C'est là que M. Soyer... D'accord. Donc, M. Soyer, vous vouliez un peu intervenir. Oui. Tu donnes la parole. Attendez. Tu peux lui donner la parole? Ah oui, pardon, excusez-moi. Allez, poussez votre bouton, M. Soyer. Oui, j'aimerais intervenir. C'est plutôt une réflexion que je me fais et je cherche, comme tous ceux qui aiment Waterloo et qui voudraient la sortir des difficultés, je cherche des pistes et je me pose des questions et c'est ce que je veux partager ce soir avec vous. Vous me reprendrez sur les chiffres si je me trompe, sur les taux, etc. Mais je vais essayer de dégager des pistes que vous avez sûrement déjà explorées, mais qui serait bon peut-être de remettre par devant la scène. Vous avez dit que le problème de Waterloo, c'est pas sa dette. Et on est d'accord. C'est ses revenus. Manque de revenus. Donc on est constamment sous pression et on a donc des difficultés à faire le moindre investissement qui pourrait être utile et vertueux. Je le conçois et je le constate comme vous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Notre ville à l'avance, mais ses comptes tirent la langue, si je puis dire. Aujourd'hui, la dette atteint un peu plus de 52 millions d'euros, soit, si je ne me trompe pas, environ 1 300 € par habitant. Dans le même temps, nos recettes réelles de fonctionnement ne couvrent plus, sous votre contrôle, que 94% de ce que nous devons rembourser chaque année. Bien. Autrement dit, chaque euro que nous récupérons est déjà promis à un créancier quelque part. L'épargne brute n'est que de 5%. L'idéal serait, je crois, de l'amener à 8%, mais ça va être assez difficile dans les circonstances actuelles. Et j'ai peur pour les 3-4 prochaines années qu'on soit pris à la gorge si on n'arrive pas à remédier aux problèmes de frais exogènes, comme vous le disiez tout à l'heure. Nos dépenses de personnel absorbent près de 68% de nos charges de fonctionnement. C'est davantage que la moyenne des communes de notre strate. Pourtant, nos ressources fiscales stagnent. Notre potentiel fiscal plafonne, alors même que nos besoins d'investissement explosent. L'école, voirie, transition, écologie et même les sécurités. Alors, faut-il baisser la voilure ? Je ne crois pas. Il faut maintenir le cap et peut-être même un peu le dévier. Quelque chose qui me tient à cœur, je pense que vous y travaillez, et sans doute depuis longtemps, mais il serait intéressant pour les revenus de la ville d'attirer au maximum les industries et les très grandes entreprises sur notre territoire. Je sais que vous y attachez, mais peut-être qu'on pourrait... Je connais pas, alors j'imagine votre acharnement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas booster encore davantage et travailler intelligemment pour proposer à ces nouveaux investisseurs, ces employeurs
et ces gens qui vont participer à l'économie de notre ville, des compromis, des solutions, des terres d'accueil. Aussi accueillir, Oui. parce que le nombre de logements s'est considérablement amélioré, augmenté, et je me dis peut-être que dans ces nouvelles constructions, il faudra peut-être attirer un peu plus de revenus moyens et supérieurs, sans abandonner évidemment la solidarité qui est la nôtre, et puis la réglementation en la matière. Hein. Mais je pense qu'au niveau solidaire et social, vous avez déjà fait bien plus que le nécessaire. Alors pour créer des nouvelles recettes, peut-être inciter, je ne sais pas par quel biais vous pourriez le faire, mais inciter à ce que nous ayons des habitants qui aient des revenus un peu supérieurs à ce que nous connaissons, même voire bien supérieurs. Moi, je ne suis pas opposé à ça. Hein. Voilà. Pour sécuriser la dette, est-ce que... C'est toujours des questions, parce que je n'ai que ça, je ne peux pas faire autrement que de m'interroger. Est-ce que nous aurions encore des dettes qui pourraient être renégociées, des dettes qui sont à taux variable et qui pourraient nous aider en étant renégociées? Voilà, c'est donc une des réflexions que j'avisais. Et puis après, bon, évidemment, on peut stabiliser le taux communal de la taxe foncière. Hein. Le geler, ce n'est pas l'augmenter, c'est protéger le pouvoir d'achat tout en consolidant une recette indispensable. C'est pas populaire, mais on cherche d'abord à faire de Waterloo une ville qui puisse continuer son désendettement et sa transformation. Réviser nos effectifs avec bienveillance, je parle là du personnel, adapter les services à la demande réelle, c'est préserver, respecter nos agents et contenir la masse salariale. Mais ça, je sais que vous y travaillez et je vous incite à continuer de le faire, et notamment chaque fois que possible dans un service, ne pas remplacer les départs en retraite. Je vous remercie. Monsieur Soyer, une remarque de forme, une remarque de fond. La remarque de forme, j'entends toutes vos observations qui relèvent davantage, vous en conviendrez, d'un débat d'orientation budgétaire que de l'examen du compte administratif, puisque ce sont des pistes que vous évoquez. Et donc voilà, enfin, là on est... Quelle analyse qu'on tire sur les comptes qu'on vient de présenter, sur l'année qui vient de se terminer? C'est ça le compte administratif. Et sachant qu'encore une fois, je vous l'ai déjà dit, et vous le savez, on n'examine pas le fond du compte administratif, on examine le fait que, au regard de ce qu'a été le budget primitif et les décisions modificatives, l'exécutif municipal a effectivement réalisé les opérations comptablement qui figuraient dans ces chiffres. La remarque de fond, c'est que j'ai pas perdu mon temps avec vous. Hein. C'est que je pense que vous avez... La Chambre régionale des comptes me disait il n'y a pas très longtemps, on vous écoute dans les présentations du budget, ils sont écoutés, hein, ce qui est normal, c'est leur job. Les anciens conseils municipaux, ils me soulignaient la pédagogie que je mets à essayer d'expliciter le choix public. Après, c'est normal, il peut y avoir des différences d'appréciation, c'est cela la démocratie. Mais depuis que j'exerce cette fonction, on m'en rendra aisément justice. Et je trouve que je l'affine même avec le temps, d'essayer d'expliciter les choix qui se posent en matière de dépenses, les choix qui s'exposent aussi en matière de recettes, et après, la majorité fait son choix, les oppositions font les leurs, et c'est la confrontation démocratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois je titille, ce qui est légitime, et aucun ne me reprochera, ou sur votre gauche ou sur votre droite, pour pouvoir obtenir des postures ou des décisions adverses ou différentes de celles de la majorité. Voilà, ça s'est vécu comme ça pendant les 5 années qui viennent de se produire. Et donc, oui, vos réflexions ne sont pas impertinentes, elles sont évidemment celles que je souligne à travers l'énoncé de la stratégie financière qui l'amène. Je ne vais pas la reprendre ici parce que ça serait trop long, mais une stratégie qui veille à augmenter les recettes, bien évidemment. Augmenter les recettes, ça veut dire non pas augmenter les impôts, au contraire. D'ailleurs, vous dites on va proposer une stabilité de la taxe foncière. Tombe bien, nous, on n'a pas été stable, on l'a baissé 4 fois. Bon, c'est une réalité. Donc on l'a baissé, mais on veut essayer d'augmenter la masse,
de la base taxable, c'est-à-dire l'assiette, à travers des plans d'investissement et plans d'investissement à travers donc des programmes immobiliers d'entreprise ou des programmes immobiliers de logement. Sachant que, et vous le savez aussi, j'ai refait un petit retour en arrière, la ville a un problème de recettes parce qu'elle a subi des crises industrielles. Et quand on a démoli la Lénière, quand on a démoli le Peignage, quand on a démoli ce qui était devenu la friche de la Redoute, à chaque fois, c'est 1 million, 1,5 million, 2 millions de produits fiscaux que nous perdons. Et entre le moment où vous perdez, parce que soudainement, ça, sur un compte, ça disparaît, et le moment où vous retrouvez une recette fiscale, il va se trouver le temps des acquisitions foncières, de la démolition, de l'investissement, et puis, encore une fois, le temps où aussi on perçoit une recette, et vous l'avez d'ailleurs souligné, les recettes qu'on perçoit sur les activités de logistique sont moins importantes que les activités industrielles. Sauf que l'adaptabilité, l'acceptabilité d'un territoire à recevoir des entreprises industrielles qui sont souvent de nature polluante, à la fois pour l'environnement ou pour les bruits, Monsieur Gadeau pourrait en parler sur la coexistence entre des riverains et des entreprises, ça ne va pas de soi. Or, les entreprises de logistique ramènent 20 fois moins de taxes foncières que des entreprises d'industrie et qui ont un processus industriel avéré. C'est aussi une réalité. Voilà, je ne vais pas poursuivre là-dessus, sur vos réflexions, elles vous appartiennent, mais je pense que je peux m'en approprier une bonne part et me décerner, sinon, un brevet d'avoir fait preuve de pédagogie au regard de l'explication d'une situation financière qui est étroite, bien sûr, mais vous l'avez d'ailleurs souligné aussi, qui se dessert progressivement. Aujourd'hui, il faudrait aller regarder, je ne suis pas là pour faire de benchmarking, les situations de la dette de deux grandes villes de la métropole, de très grosses villes de la métropole, dont les ratios sont très au-dessus de leurs recettes de fonctionnement. Nous sommes passés en dessous des 100%. On est même à 91%. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on rebaisse ce ratio. Là, pour qu'on baisse le ratio, il suffit de jouer sur un, voire les deux facteurs du ratio. Le numérateur, ça veut dire baisser le stock de dette, donc pouvoir le rembourser. Le dénominateur, c'est le pourcentage des recettes de la ville. Donc si on les augmente, si vous augmentez vos recettes et si vous avez une richesse fiscale qui est plus importante, le poids de votre dette va être plus différent. Si vous avez une dette vous-même de 20 000 euros et que vous avez 30 000 euros de revenus, c'est pas la même chose que si vous avez 10 000 euros de revenus. Chacun, évidemment, le comprend bien, mais il en va ainsi pour les collectivités. Voilà, Madame la Présidente, je ne vais pas être beaucoup plus long en vous remerciant de ces réflexions. Et je vous invite à les poursuivre. Et vous verrez que dans ce cas-là, la stratégie financière que met en œuvre cette majorité est la seule possible. Voilà, Madame. Oui, monsieur, vous voulez rajouter? Oui, s'il vous plaît. Monsieur le maire, ne vous y me prenez pas. Je ne suis pas en train de lancer des attaques. Non, mais j'ai bien compris. Je suis en train de constater que depuis des années, ça s'améliore. Ça s'améliore. Et ma préoccupation, c'est est-ce que vraiment, et j'en doute pas au fond de moi, mais est-ce que vraiment tout est fait pour qu'on puisse le mieux possible sécuriser l'avenir de la ville et progressivement retrouver les moyens d'investir? Parce que je pense à cette ville, parce que je l'aime, j'ai pas envie de la décrier, j'ai pas envie de décrier les habitants non plus, je suis pas là. Pour ça, moi, mon but, c'est de co-construire, de proposer, d'aider à la réflexion, mes collègues, et pas vous-même, puisqu'on a à peu près la même réflexion, j'ai 2 trains de retard, c'est évident, mais voilà, ne nous méprenons pas, je suis pas en train de faire une attaque, loin de moi de ça. Je suis en train d'essayer de comprendre comment on peut relancer la locomotive dans la situation délicate qu'est la nôtre. Écoutez, mais j'ai bien compris que ce n'était pas une attaque. Je vous dis simplement que cette stratégie que vous décrivez, c'est-à-dire conforter les recettes pour pouvoir assurer les services publics rendus à la population tout en essayant d'investir, c'est que cette stratégie que depuis 2014 nous suivons sans discontinuer et que je répète de débat d'orientation budgétaire en débat d'orientation budgétaire que nous mettons en œuvre dans les budgets que nous votons, qu'ils soient primitifs ou supplémentaires. Néanmoins, ça, c'est la stratégie. Après, il y a la réalité des faits, ce qui ne dépend pas de nous. Les décisions
liées à l'évolution des marchés, les inflexions pétrolières, les inflexions énergétiques, les dépenses de personnel qui nous sont imposées. Néanmoins, encore une fois, si vous regardez la situation des comptes de la ville telle que je l'ai présentée aujourd'hui, en 2023-2024, malgré le repli de 2024 à ce qu'elle était il y a 14 ans, vous voyez le chemin qui a été parcouru et l'amélioration qui est la nôtre. Voilà. Mesdames, cette fois-ci, je vous rends la présidence que je vous avais usurpée un bref instant, mais c'était pour répondre à Monsieur Soyer. Merci, Monsieur le maire. Bien, alors je vais soumettre au vote le rapport numéro 1 sur le compte de gestion. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous prie, Monsieur le maire, de bien vouloir quitter la salle des délibérations afin que nous procédions au vote du compte administratif. Elle aime bien ça. Hein. T'inquiète pas, la gado, je regarde. Voilà. Je mets au vote maintenant le rapport numéro 2, compte administratif 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de prier Monsieur le maire de nous rejoindre, permettez-moi de remercier en votre nom à tous l'ensemble des collaborateurs ayant apporté leur aide à l'élaboration du compte administratif conformément au choix de la majorité municipale, exprimé lors de l'adoption du budget primitif, du budget supplémentaire et des décisions modificatives de l'année 2024. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, j'ai le plaisir de vous informer que le conseil municipal a adopté le compte administratif pour l'année 2024. Il vous donne quitus des opérations réalisées au cours de cet exercice, conformément aux décisions prises. Je vous redonne la présidence de l'Assemblée, monsieur le maire. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je vous remercie de votre présidence aussi conclusive. Je voudrais, moi, simplement vous dire aux uns et aux autres que nous pouvons, que nous devons collectivement être fiers de ce que nous faisons tous ensemble, dans un contexte qui est assurément tout sauf facile. Bien des collectivités auront bien des difficultés en présentant leur compte administratif cette année. Elle aura été difficile, car l'impulsion des dépenses exogènes aura bousculé beaucoup d'équilibres. Pour autant, nous avons assumé le fonctionnement des services. Pour autant, nous poursuivons notre effort d'investissement. Pour autant, nous gardons une situation financière qui est solide, ce qui ne nous interdit pas de préparer l'avenir et de penser l'avenir, comme on vient de le dire. Et je voudrais vous remercier, mes chers collègues, toutes et tous, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, parce que nous sommes les représentants des Ouattrelausiens. C'est pour eux que nous travaillons. Je n'ai pas décerné quelques brevets de plus ou moins d'amour de Ouattrelau. Je ne suis certainement pas le dernier à aimer cette ville du plus profond de mon cœur, mais en même temps, je rappelle que la majorité s'était donnée pour nom Ouattrelau, la ville que nous aimons. Et donc, nous, cet amour, on le met en œuvre à travers les projets que nous mettons en œuvre. Merci, Monsieur le Directeur général des services, aussi pour la mobilisation de nos services, de leur contribution à aider les lignes politiques dans leur mise en œuvre que fixe la majorité municipale et à essayer de gérer toujours au mieux, avec la meilleure efficience et la plus grande efficacité, les deniers que nous percevons, soit de l'État, soit des contribuables ouattrelausiens. Merci donc à toutes et à tous. J'en arrive donc au rapport numéro 3 et 4 qu'il me faut aussi vous présenter. Le rapport numéro 3, c'est l'affectation des résultats de l'exercice 2024. Et dès lors que nous venons d'adopter le compte administratif 2024, il y a lieu d'affecter comptablement, comme chaque année, les résultats qui sont dégagés au dit compte administratif comme au compte de gestion d'ailleurs. C'est donc c'est l'objet de la délibération numéro 3. S'agissant de la délibération numéro 4 et le budget supplémentaire, une fois qu'on a affecté les résultats, nous assurons aussi un certain nombre de petites modifications de dépenses et de recettes. Au total, d'ailleurs, les montants sont très limités puisque ils sont globalement de 0,3% des dépenses de fonctionnement pour être précis. Voilà donc le sens de ces deux délibérations 3 et 4. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je pense que je peux les mettre aux voix globalement puisque l'une reprend l'autre. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Pardon? C'est pareil? Oh, si vous voulez. Allez, donc l'affectation des résultats, rapport numéro 3, des votes contre? Des abstentions?
Non. Sur le budget supplémentaire, donc sur le vote 4, des votes contre, des abstentions 2. Sont notés? Merci. Donc on arrive sur le rapport numéro 5 qui est relatif à l'association Waterloo Découverte, consécutivement à la transformation de l'association Office du tourisme de Waterloo en association Waterloo Découverte. Il s'agit de désigner de nouveau les 2 représentants, en l'occurrence Madame Béatrice Dujardin et Monsieur Steve Dematos, pour siéger dans cette instance en vertu de l'article L2121 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal est invité à décider de ne pas recourir au scrutin secret. Quelqu'un demande-t-il le scrutin secret? Non. Donc nous procédons donc, si vous le voulez bien, puisqu'il n'y a pas de demande d'intervention sur le fond de la délibération, par un vote à main levée. Il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien écoutez, Monsieur Dematos et Madame Dujardin, vous êtes donc désignés à l'unanimité. J'ai une brève communication que je voudrais faire avant de passer la parole à Madame Desmet sur ces rapports. Je voulais en effet vous entretenir très rapidement sur la situation de l'assurabilité des collectivités locales, à commencer par la nôtre. Vous savez, il y a un débat national qui s'est engagé sur le maintien de la capacité des collectivités locales à pouvoir s'assurer, soit parce qu'elles ne trouvent plus d'assureurs pour couvrir leurs risques, soit à tout le moins avec en contrepartie du maintien des assurances, une augmentation assez significative de la cotisation, voire une augmentation encore plus significative de la franchise. Et donc, je voulais simplement vous donner quelques chiffres pour que, à la fois, l'ensemble des élus puissent être informés, mais bien évidemment aussi, à travers vous, l'opinion public, si j'ose dire, nos concitoyens. Je permettais de préciser que s'agissant de l'assurance dommage aux biens, nous payons une cotisation en 2022 de 72 482 €, qu'en 2025, cette contribution est de 92 138 €, ce qui veut dire une majoration, vous l'aurez vu, de l'ordre de 27,1% sur les 4 dernières années. S'agissant de la protection juridique, nous sommes passés de 3 436 € de cotisation en 2022 à 4 062 en 2025, c'est-à-dire une augmentation de 18,2%. S'agissant de la protection juridique fonctionnelle des agents et des élus, nous sommes passés de 1 833 € à 2 167 €, c'est-à-dire une majoration là aussi de 18,3%. S'agissant de l'assurance automobile, nous sommes passés d'une cotisation en 2022 de 36 619 € à 64 748 € en 2025. C'est donc une augmentation de 76,8%. Enfin, je précise, pour être parfaitement exhaustif, que la ville de Waterloo est en auto-assurance depuis 2014, s'agissant de certains risques, notamment la collectivité prend en charge les frais qui sont liés aux accidents de service, accidents du travail, les frais d'indemnité journalière, les salaires, les frais médicaux relatifs aux membres du personnel, évidemment, ce qui suscite là aussi un intérêt majeur de l'adjointe en charge de la gestion des ressources humaines et de la Direction générale des ressources humaines, en lien d'ailleurs avec le service des finances, car nous avons là, bien entendu, un risque, au sens assurantiel du terme, qu'il nous faut regarder de près, puisque l'incidence financière est directe sur nos comptes. Voilà ce que je voulais très rapidement vous donner comme chiffre, pour vous dire que, en l'état actuel des choses, nous avons encore des assurances maintenues, mais que nous participons aussi à la discussion et à l'écoute de ce qui est en train de se passer au niveau national sur l'évolution de la problématique assurantielle. Madame Desmet, une fois que j'ai terminé cette communication, je vous passe la parole pour évoquer les rapports 6 à 9. Merci, Monsieur le maire. La délibération numéro 6. Cette délibération concerne la phase 2 de la programmation du contrat de ville waterloosien. Cette programmation, c'est cette année 33 projets financés, 19 sur le volet communal et 16 projets intercommunaux qui visent en priorité
Priorité 1, la réussite éducative avec 13 projets. L'emploi et l'insertion, 5 projets cette année. C'était une volonté forte de développer de nouveaux projets dans ce domaine. Priorité 3, la prévention santé, 4 projets. Et vient ensuite le vivre ensemble, 7 projets. Cette programmation d'action représente un budget global de crédits spécifiques ville de 272 716 € pour 2025. À noter que pour 2024, le budget global de crédits spécifiques était de 270 157 €. Donc, malgré nos contraintes budgétaires, malgré tout ce que vous venez de présenter, Monsieur le maire, il n'y a pas eu de baisse de financement pour le contrat de ville et pour les actions menées sur les quartiers prioritaires. Je crois qu'il est important de le noter, puisque certains esprits mal informés nous prédisaient des baisses drastiques du budget politique de la ville. Je rappelle qu'une première phase a été votée au Conseil de mars. Elle concernait 23 projets financés par l'État et la ville. Je vous propose aujourd'hui de valider la seconde partie de cette programmation qui concerne 6 actions communales et 12 actions intercommunales pour un montant de 98 754 €. C'est donc encore cette année une belle programmation au plus près des besoins des habitants des QPV. Les 3 délibérations suivantes concernent le personnel et donc ont toutes les 3 été présentées en comité social territorial du 17 juin. La délibération numéro 7 concerne les logements de fonction et le contrat d'entretien des chaudières. Il s'agit simplement d'une régularisation lors du conseil du 18 avril, je pense, je vous ai présenté la même délibération et on avait oublié 2 logements de fonction. Donc c'est une régularisation et vous avez cette fois la liste exhaustive des logements concernés. La délibération numéro 8. Cette délibération a pour but de clarifier et de cadrer l'utilisation des véhicules de la ville et notamment de préciser les emplois pour lesquels un véhicule de fonction ou un véhicule de service avec remisage à domicile est autorisé. Il y a certes des métiers qui nécessitent une telle disponibilité et notamment des astreintes que le remisage à domicile du véhicule est permis. Cette autorisation sera désormais formalisée par un arrêté nominatif de Monsieur le maire et cet arrêté sera renouvelé tous les ans. La délibération numéro 9, c'est dans la même lignée, concerne les vêtements de représentation et de travail et leurs conditions d'attribution. Là encore, il s'agit de cadrer cette possibilité. Certaines catégories de personnel, exemple les agents qui participent avec nous au mariage, ces activités justifient l'attribution d'une dotation d'habillement. Or, d'un service à un autre, d'une année à une autre d'ailleurs, cette attribution pouvait différer quelque peu. Des habitudes se sont installées au fur et à mesure des années. Il nous a donc apparu nécessaire d'établir cette nouvelle délibération qui va donc permettre de cibler précisément les métiers ouvrant droit à une dotation et pour chacun des métiers, le montant de cette dotation. Dans un souci d'équité, il nous semblait nécessaire que ce cadrage soit effectif. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Y a-t-il des votes spécifiques? Non, je consulte. Donc, je peux mettre aux voix globalement les rapports de Madame Desmet, les rapports 6, 7, 8 et 9. Des votes contre? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur Gadeau, vous avez le rapport 10 et 11. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le rapport numéro 10, c'est la convention de partenariat entre la police municipale de la ville de Wattrelos et l'exploitant du réseau de transport de la MEL. C'est une reconduction, c'est un renouvellement de cette convention qui avait déjà été mise en place depuis plusieurs années. Ça se passe très bien avec le transporteur public Ilevia. Et là, on renouvelle à l'occasion du renouvellement de la DSP et également du changement de responsable de l'agence Ilevia. Donc, c'est une proposition de convention. Le rapport numéro 11, c'est la délégation de services publics, gestion de la fourrière automobile communale. Elle est terminée, donc on doit la relancer. La commission d'examen de services publics s'est réunie. Elle a donné positive à relancer cette délégation. Donc, c'est pour avoir l'autorisation de la relancer.
à savoir que le nombre, malheureusement, on constate que le nombre de voitures que l'on met en fourrière est en nette augmentation, comme dans les communes avoisinantes. J'en parlais encore hier après-midi avec mon homologue de Roubaix, Madame Connel. On est étonné du nombre de voitures abandonnées sur la voie publique. Je vous remercie de l'écoute. Merci. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des votes spécifiques? Oui, non. Donc, je mets donc aux voix les rapports de M. Gadeau, les 10 et 11. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils sont donc adoptés à l'unanimité. Madame Reifers, vous avez les rapports 12 à 15. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais vous parler des rapports 12, 13 et 14, puisqu'il s'agit de cession et acquisition dans le cadre du protocole foncier établi pour la réalisation du programme ANRU sur le quartier des Villas. Donc, c'est un protocole qui prévoit différentes cessions et acquisitions entre les différents partenaires, donc la ville, Villogia, la MEL et 3F Notre Logis. Pour rappel, ces cessions et acquisitions ont été actées par 3 délibérations au Conseil municipal d'octobre dernier, mais suite à la production de nouveaux documents établis par un géomètre, il s'avère que les surfaces ont été rectifiées, impactant ainsi les futurs actes notariés, d'où les 3 délibérations proposées aujourd'hui pour ainsi acter les surfaces exactes. La délibération 15 concerne l'avis du Conseil municipal sur les projets de révision partielle du PLU 3 de la métropole européenne de Lille. En parallèle de la procédure de révision générale du PLU engagée depuis 2020, la métropole européenne de Lille a lancé une réflexion afin d'améliorer son réseau de transport public. Par délibération du 28 février dernier, le Conseil de la MEL a tiré le bilan de la concertation menée sur les propositions des révisions partielles du PLU 3 et a décidé d'engager une enquête publique portant sur l'ensemble des évolutions retenues, notamment sur la création d'une orientation d'aménagement et de programmation. L'objet de cette délibération n'est pas de donner un avis sur le tracé du futur tramway. Cela fait l'objet d'une autre procédure dans le cadre du schéma directeur des infrastructures de transport. Il s'agit ici de procéder à la validation du projet de révision partielle sur la base des grandes orientations suivantes: la programmation, la mobilité et la préservation de l'environnement. À l'issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, le projet de révision partielle sera soumis à une enquête publique prévue du 17 juin au 18 juillet 2025. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi d'aucune demande d'intervention. Donc, je mets donc aux voix l'ensemble de vos rapports. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté donc à l'unanimité. Madame, pardon, mes excuses. Madame Martine Leblanc, vous avez le rapport numéro 16. Attendez, posez votre bouton. Voilà. Oui, il s'agit de la déclaration d'état d'abandon manifeste d'un bien situé 184 rue Jean Lebas, BT 273 et BT 64. L'objectif de cette délibération est de déclarer l'état d'abandon manifeste de l'immeuble situé 184 rue Jean Lebas, cadastré BT 273 et BT 64, afin de l'intégrer dans le domaine de la métropole européenne de Lille. Celle-ci dispose de la compétence habitat et a confié la concession d'aménagement, recyclage des logements vacants dégradés à la Fabrique des quartiers. L'objectif étant de remettre sur le marché ces logements pour du logement locatif social ou de l'accession sociale selon les besoins exprimés par la ville, conformément aux objectifs du PLH 3. Les propriétaires de ce bien laissent celui-ci se dégrader depuis plusieurs années, et ce malgré des échanges et des tentatives de négociation par les services de la ville. Un PV provisoire constatant la vacance et l'abandon a été établi en juin 2024 sans réaction de leur part. Un procès-verbal définitif constatant l'état d'abandon manifeste a donc été établi. Où ? Allez.
Un, deux, ça marche, donc on peut y aller. Attention, hein. Bon. Oui. Attention, Daniel. Donc, un procès-verbal définitif constatant l'état d'abandon manifeste a donc été établi le 25 février 2025. L'administration municipale propose au conseil municipal de déclarer l'état d'abandon manifeste de l'immeuble 184 rue Jean Lebas à Waterloo, cadastré BT 273 et BT 64, de décider de poursuivre l'opération d'expropriation au profit de la métropole européenne de Lille ou de tout autre établissement public que cette dernière aura désigné au vu de sa réhabilitation conformément à la programmation prévue. De charger la métropole européenne de Lille ou tout autre établissement public que cette dernière aura désigné, d'établir le dossier simplifié d'acquisition publique prévu à l'article L 2234-4 du CGCT et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents et actes nécessaires y afférents. Bien. Waouh. Tout n'aura pas été. Je ne sais pas du coup si ça continue à diffuser. Je m'en excuse auprès de ceux qui ont pu nous. Ça marche aussi, donc je m'en excuse de cette perturbation auprès de ceux qui nous écoutent. Et bon, voilà. Merci de leur compréhension. Merci, madame. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Cette histoire de bien à devoir réincorporer dans le patrimoine et dans l'action publique mérite quand même d'être... me pose beaucoup de questions et merci d'avoir pris la liberté de mettre en œuvre cette procédure parce que je ne comprends pas comment on a pu en arriver à cela mais en même temps on est vraiment en plein cœur de ville aussi. Donc. Merci madame. Bien, j'ai également donc à passer la parole pour le rapport numéro 17 à monsieur Gilbert Charles et je voudrais bien qu'on lui passe le micro maintenant systématiquement pour le passer comme ça. Oui. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne la billetterie en ligne. La municipalité a la volonté de moderniser la vente des billets de spectacle. Les modes de vente actuels seront bien sûr conservés et il sera toujours possible d'acheter des billets sur place à la dernière minute. Nous voudrions étendre la vente des billets sur le web car c'est très pratique, rapide et cela représente un nouveau service à la population. Pour cela, nous avons besoin de passer par un prestataire extérieur qui s'appelle Trust Web et qui propose la solution en ligne Billets Web. Une fois les billets vendus, Billets Web reversera à la collectivité le produit de ces ventes en déduisant une commission de 29 centimes par billet et de 1% du prix du billet. Pour 3 500 billets vendus, cela représenterait un coût de 1 350 € qui serait pris en charge entièrement par la ville.
Cela ne coûterait donc pas un centime supplémentaire aux spectateurs. La quasi-majorité des billets vendus sont à 9 €, 6 €, 3 €. Ces tarifs resteraient inchangés, tout comme la gratuité pour les écoles. Nous proposons donc au Conseil municipal d'approuver le principe de la billetterie en ligne via la signature d'un contrat de commercialisation avec la société TrustWeb jusqu'au 31 décembre 2029 et la commission fixée qui en découle. D'autoriser aussi, Monsieur le maire, à signer tous les autres documents nécessaires à ce projet. J'en ai fini, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des pour? Hein? Des contre? Des abstentions? Voilà. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous en arrivons au rapport numéro 18 de Madame Lestienne. Donc, le micro va aller sur la partie gauche de l'hémicycle. Madame Lestienne, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, il s'agit d'adopter cette délibération pour accepter l'octroi d'une aide financière d'un montant maximum de 43 296 € dans le cadre d'une sollicitation fonds de concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal pour la réalisation du projet de modernisation de l'éclairage public qui a concerné 528 lanternes. En effet, pour pouvoir bénéficier de cette aide, une convention d'attribution entre la commune et l'AMEL doit être signée, fixant le montant de l'aide et les modalités de versement. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal de prendre les dispositions suivantes pour les opérations énumérées, c'est-à-dire d'accepter le fonds de concours d'un montant maximum de 43 296 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions d'attribution entre la commune et l'AMEL. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des votes contre? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. J'attends la présentation du PEDT, projet d'étude. Ah bah oui, ils ont trouvé la solution. Je vais la laisser s'asseoir. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, merci de m'autoriser à présenter le PEDT, projet d'études éducatif territorial. Cette présentation essaiera de montrer ce qu'est le PEDT et ce qu'on en fait. Pour commencer, donc, le PEDT, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, projet éducatif territorial est une obligation juridique définie par le Code de l'éducation. Deuxièmement, c'est un levier de collaboration entre les partenaires de l'éducation, la ville, l'éducation nationale, la CAF et encore les associations, pour créer des projets complémentaires. Plus concrètement, c'est le recensement de toutes les actions éducatives du territoire, qu'elles soient scolaires, c'est-à-dire aussi périscolaires, c'est-à-dire lors de temps de midi, les mercredis récréatifs ou des centres aérés, ou encore associatives, par exemple les actions d'Acti-Jeunes. Et finalement, c'est la mise en musique de toutes les actions pour répondre à des orientations priorisées. Évidemment, le PEDT ne part pas de rien et commence par dresser l'état des lieux de la situation. Du côté effectif, on constate que si les effectifs scolaires sont en baisse continue depuis plusieurs années, moins 6% depuis 2019, les effectifs périscolaires, quant à eux, ont une croissance assez soutenue. C'est vrai pour les mercredis récréatifs, mais surtout pour les centres aérés, lors des vacances, dont la fréquentation moyenne a augmenté de plus de 18% sur la même période. Du côté problématique, le PEDT s'appuie notamment sur les thématiques identifiées par le projet social du territoire. Dans le cadre de ces travaux menés l'année dernière, ceux-ci rappellent avant toute chose les besoins éducatifs importants dans le contexte
socio-économiques que nous connaissons. Il souligne également l'accentuation des difficultés parentales en pointant la hausse de la précarité et l'accroissement du nombre des familles monoparentales. Enfin, ils attirent l'attention sur l'essor des fragilités psychosociales chez les jeunes et les enfants, qui sont marqués par une forte tendance au repli sur soi et sur la cellule familiale aussi, l'usage à risque des écrans, des réseaux sociaux ou encore des conséquences de la sédentarité sur la santé physique et psychique. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On fait 3 choses. Premièrement, le PEDT définit l'organisation générale et les grands piliers du cadre éducatif. Pour ce faire, il fixe tous les jours et les horaires d'accueil à l'école, semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi. Et l'étendue de la pause méridienne. Ils arrêtent les horaires de garderie matin et soir et posent le principal d'un accueil chaque mercredi tout au long de la journée. Ils constituent en cela la base pour la déclaration des activités périscolaires auprès de l'État et permet ainsi de définir les quotas d'encadrement par type d'activité. Dans ce cadre défini, le PEDT précise deuxièmement les orientations à poursuivre et sur les objectifs ciblés par la mise en œuvre, en définissant des valeurs éducatives transversales attendues derrière chaque action, en fixant un nombre limité d'orientations à prioriser et en déterminant des programmes d'action dédiés à chaque orientation poursuivie. Troisième, le PEDT définit une méthode pour le suivi de son déroulement dans le temps. Il installe pour cela un comité de pilotage qui se réunit annuellement. Ce PEDT, donc, fixe 5 priorités renouvelées que sont l'égalité éducative, la continuité éducative, la curiosité, la citoyenneté et l'éco-citoyenneté, ainsi que la santé et le bien-être. Chacune des orientations est travaillée par des programmes dédiés. Ainsi, la toute première priorité est donnée à l'orientation égalité éducative, qui est travaillée par 5 programmes d'action différents où nous retrouvons par exemple les tarifs incitatifs repas à partir de 30 centimes et progressifs selon les revenus. De même, le programme de réussite éducative, le PRE, qui contient notamment le club coup de pouce, se retrouve quant à lui au sujet accompagnement des enfants en difficulté. Deuxième exemple, la classe UE2A à l'école élémentaire Jean Zé et la classe DAM à l'école maternelle Michelet se retrouvent, entre autres, dans le programme École inclusive. Pour l'orientation continuité éducative, on retrouvera notamment le travail mené depuis 2021 pour la complémentarité des missions des équipes. On peut signaler également la constitution des parcours éducatifs thématiques proposés par la ville qui permettent une progression des contenus dispensés tout au long de la scolarité primaire, parcours EDD, parcours EPS, parcours enseignement artistique et culturel. À l'orientation curiosité, on peut signaler l'ensemble des actions déployées en faveur de l'éducation culturelle, les intervenants artistiques, les projets particuliers de la bibliothèque, du musée, en assurant une visite pour tout élève de la ville au cours de leur scolarité, et du conservatoire, classe, CHAM ou Opus, mais également les subventions versées aux écoles pour les sorties scolaires. Concernant l'orientation éco-citoyenneté, se retrouvent les actions bien connues du Conseil municipal des enfants, ainsi que les projets désormais bien implantés des 4 éco-animateurs. Enfin, pour l'orientation santé et bien-être, on retrouvera les programmes d'action éducatifs, sportifs, pour l'enseignement des compétences physiques fondamentales, le savoir nager et le savoir rouler, mais aussi celle menée par la restauration municipale dans le cadre de sa charte qualité, alimentation et nutrition, autour du fait maison et de la lutte contre le gaspillage. Pour finir, il a été porté une attention toute particulière à la lutte contre la forme de discrimination par l'appel à la vigilance, permettant toutes les équipes et à leur formation du protocole pour lutter contre le harcèlement, programme phare. Voilà en quelques lignes les principes donnés de ce PEDT renouvelé jusqu'en 2027. Évidemment, dans le détail, il présente chacun de ces projets portant les programmes d'action présentés. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci. Je
Ce projet éducatif territorial est une donnée importante dans les politiques contractuelles et dans la mise en cohérence aussi des actions des différents partenaires. Il me paraissait important qu'au-delà du conseil municipal, que vous puissiez bien entendu, et les uns et les autres, avoir une information. Mais je disais au-delà du conseil municipal, que celles et ceux qui nous écoutent puissent savoir justement cette mise en cohérence entre les différents partenaires et la ville dans l'amélioration et la recherche de la réussite éducative de nos enfants. Merci, Madame Chantry. Vous avez le rapport numéro 19 et on va vous passer le micro pour pouvoir l'exposer. Chers collègues, mesdames, messieurs, la présente délibération a pour objet la participation financière de la ville aux dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d'association. C'est le Code de l'éducation qui définit l'obligation de participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l'État. À Wattrelos, ce sont 4 écoles qui sont concernées, puisque sous gestion des OGEC, organismes de gestion de l'enseignement catholique. Il s'agit donc des écoles de l'Enfant Jésus, Lacordaire, Notre-Dame-Mousserie et Notre-Dame de Lourdes. La méthode de calcul des forfaits annuels garantit la parité entre le coût moyen d'un élève en école publique et celui d'un élève en école privée. Pour l'année scolaire 2024-2025, les forfaits étaient par élève de classe maternelle de 1 368 € et de 781 € par élève de classe élémentaire. L'administration municipale propose au conseil municipal le vote des forfaits de l'année scolaire 2025-2026 qui s'établissent sur la base du compte administratif 2024 afin de s'ajuster sur l'évolution des coûts de service. Ces forfaits par élève de classe maternelle sont de 1 424 € et par élève de classe élémentaire de 815 €. Il s'agit donc d'abroger la délibération du 27 juin 2024, sachant que l'aide complémentaire qu'il est proposé de fixer à 1 240 € pour les classes spécialisées des écoles sous contrat est reconduite pour l'année scolaire 2025-2026. Le montant de la dépense sera imputé sur le crédit figurant au budget communal. Et j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une proposition d'adhésion de la commune à la centrale d'achat du numérique et des télécoms. Dans le cadre de ses compétences, la collectivité procède à diverses passations de commandes, notamment par l'intermédiaire de la direction des systèmes d'information, notamment dans les domaines de la télécommunication, des logiciels, des équipements informatiques et des services afférents. À cette fin, elle mobilise plusieurs leviers de commandes publiques, dont les centrales d'achat UGAP, la centrale d'achat métropolitaine ou encore le groupement d'intérêt public Réseau d'achat hospitalier. Dans une logique d'efficience financière, la ville envisage d'adhérer à la centrale d'achat du numérique et des télécoms, la CANUT, qui a pour but d'offrir aux collectivités une centrale d'achat pour passer des commandes et propose des accords cadres clés en main dans le respect de la réglementation en vigueur. La CANUT n'impose pas d'exclusivité dans l'usage de ces marchés et permet une résiliation à tout moment, et elle constitue ainsi un levier complémentaire pertinent pour optimiser les achats numériques de la collectivité. Donc, l'administration municipale propose au conseil municipal d'approuver l'adhésion à la CANUT, de prendre acte qu'en application de l'article 10.1 des statuts, le représentant légal en exercice ou toute autre personne dûment habilitée par écrit siège à l'Assemblée générale de la CANUT et désigner à ce titre le directeur des services d'information pour représenter la collectivité, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents
nécessaires à la formalisation de cette adhésion et à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en œuvre. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à conduire et suivre l'ensemble des processus de souscription au marché, ainsi que les actes associés auprès de la CANUT. J'en ai terminé, Monsieur le maire. Je suis désolé, Daniel, on a pris ton boulot, mais on fait un peu d'autogestion là. Merci, M. Marouki. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur votre délibération et des votes contre, des abstentions. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous arrivons donc, mes chers collègues, au terme de cette séance. Et avant de clore la séance, je vous rappelle que vous pouvez consulter le registre synthétique des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Merci de bien veiller à avoir signé le document relatif au compte administratif avant de quitter vos places. Si, on a voté. Si, j'ai voté. Si, ça a été mis aux voix, mais voilà. Mais elle a été votée à l'unanimité, Madame Chantry, je vous rassure. Voilà. Donc je souhaite à toutes et à tous un bon été. Passez le meilleur été possible et j'espère qu'on se retrouvera toutes et tous, évidemment, en bonne santé et en ayant rechargé nos batteries à la rentrée. Merci à toutes et à tous.